Lorsque l'année 2025 sera inscrite dans les livres d'histoire, on s'en souviendra comme l'une de ces années où tout a changé. Ce ne sera pas comme 1914, 1939 ou 2000, un des années où le monde a été précipité tête baissée dans de nouveaux conflits transcontinentaux. Ce sera une année semblable à 1933 avec l'arrivée au pouvoir de l'Allemagne nazie, ou à 1949 lorsque l'Union soviétique a acquis l'arme nucléaire, lançant la guerre froide. Comme en 1991 après la chute des soviétiques et l'avènement d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis, cette confrontation semble achevée selon tous les signes extérieurs. 2025 sera aussi une année charnière, comme l'année où l'ordre mondial sous domination américaine s'est effondré, ouvrant un nouveau chapitre historique encore à écrire. Mais déjà, le chaos et les bouleversements de 2025 donnent une bonne idée de la direction de l'histoire. Que ce soit les décisions prises cette année à Washington, Pékin, Moscou et Bruxelles, les conflits récents au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie du Sud et l'arrivée de nouveaux acteurs mondiaux feront de 2025 une année aux conséquences durables. Si l'ancien ordre international fondé sur des règles est mort, ne vous y trompez pas, il est bel et bien mort. 2025 restera dans l'histoire comme l'année où le nouveau règlement a été rédigé. Le monde est devenu plus impitoyable, plus égoïste, plus asymétrique et plus brut qu'il ne l'a été depuis des décennies. Mais chaque nuage a sa lueur d'espoir, et cette année nous en a donné une aussi. Si rien d'autre, alors que 2025 touche à sa fin et laisse place aux décennies instables à venir, tous les grands acteurs du monde semblent enfin se comprendre les uns les autres. Un tournant historique. Au début de l'épisode d'aujourd'hui, à Warfront, nous devons admettre que nous prenons un gros risque. Historiquement parlant, lorsque des analystes écrivant sur une année donnée, pendant cette année-là, essaient d'insister sur le fait que leur année est plus importante que toutes les autres, ça ne se passe généralement pas très bien. Parfois, c'est ça non, ces analystes ne parviennent pas à voir à travers les sophismes logiques, n'arrivent pas à distinguer leurs biais de récence ou manquent de perspective sur la montée et la chute plus large de l'histoire. Après tout, des choses se produisent chaque année, et le fait que des événements aient lieu cette année en ferait donc une année ordinaire. Mais comme nous allons l'expliquer au cours de l'épisode d'aujourd'hui, il y a de vraies raisons de croire que 2025 est différente. Non seulement parce qu'elle a apporté des changements assez importants à travers le monde, mais aussi parce qu'il s'agissait de changements qui ne pourront jamais être annulés une fois qu'ils se sont produits. Ne vous fiez pas qu'à notre parole. Les experts en géopolitique et conflits mondiaux tirent la même conclusion. Le monde du 1er janvier 2025 est maintenant une relique historique. L'histoire sera l'autorité finale sur ce sujet. Et si dans quelques années il s'avère que 2025 n'était vraiment rien du tout, alors nous vous encourageons à revenir et à vous moquer de nous dans la section des commentaires. Nous serons là, nous attendrons. Mais pour l'instant, il semble que les dés soient en jetés. Et 2025 a tout changé. Donc si 2025 est un point d'inflexion historique, alors la première question à laquelle il faut répondre est simple. À quoi ressemblait le monde avant ? Et qu'est-il devenu ? Eh bien, pour ce qui est de l'époque d'avant, la façon la plus simple de l'expliquer est peut-être d'utiliser les mots à la mode. Début d'année, la Terre était sous un ordre unipolaire mené par les États-Unis et basé sur des règles. Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis sont restés la nation la plus puissante du monde, bien plus influente que la Chine, dotée comme la Russie de l'arme nucléaire, avec une économie bien supérieure et sans la faiblesse militaire ni la bureaucratie européenne. Les États-Unis ont soutenu des coalitions mondiales en Europe et dans l'Indo-Pacifique, tout en influençant fortement les pays moins développés d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Plutôt que de conquérir, elle s'est installée au cœur des institutions mondiales comme l'Organisation des Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le G7, le G20 et la justice internationale. Plus grand donateur humanitaire mondial, les États-Unis étant sous ce système à la fois un garant clé de la sécurité de leurs alliés et une force de dissuasion militaire et économique quasi imbattable, forçant les défis émergents à patienter et incitant les nouveaux venus à réfléchir à 2 fois avant de risquer de sortir du rang. Maintenant, si toute cette description semble dresser exactement le portrait des États-Unis que Washington voulait que le monde croie, eh bien, vous auriez raison. Du point de vue de l'Amérique et du point de vue de ses alliés proches à travers le monde, c'était une période de paix sans précédent, d'ordre mondial et d'amélioration mutuelle de tous les peuples. Bien sûr, il y avait parfois des défauts. Mais de leur point de vue, cette période, des années 1990 jusqu'aux années 2020, semblait surtout montrer que le monde avait dépassé ses fondements primitifs. L'instinct de faire la guerre,
Les hommes forts comme Poutine ou les jeunes de Pyongyang et Téhéran pouvaient ressentir du ressentiment face à cette nouvelle approche. Mais ils étaient des exceptions, et avec assez de temps et de persuasion, ils finiraient là par rentrer dans le rang. Pendant ce temps, le reste du monde faisait tomber les barrières, apprenant à lier commerce et finance à l'échelle des continents, à dépasser frontières et énergies fossiles et à partager les ressources des plus riches, dans un esprit bienveillant, pour améliorer le sort de tous. Mais sortez de cette façon de penser, regardez au-delà de ce que l'on pourrait qualifier avec indulgence de bulle principalement occidentale. Et l'ordre dirigé par les États-Unis commence à paraître très différent lorsqu'on l'observe sous d'autres angles, du point de vue de cet homme fort du vieux monde. En Russie, l'ordre mené par les États-Unis n'a rien amélioré. C'était une tentative d'empêcher la Russie d'atteindre sa puissance après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou, comme l'a décrit Poutine en 2005, la plus grande catastrophe géopolitique du siècle, à l'adresse de ces jeunes insolents à Téhéran et à Pyongyang. Les États-Unis désignaient gagnants et perdants, cherchant à priver ces derniers de pouvoir pour les punir continuellement. Même si d'autres nations suivaient l'ordre dirigé par les États-Unis, cela ne signifiait pas qu'elles s'y considéraient incluses ou le souhaitaient, notamment la Chine. L'ordre dirigé par les États-Unis incarnait une domination à contester, et la Chine, comme l'Inde et le Brésil, était prête à la défier rapidement. L'ordre mené par les États-Unis cherchait à imposer sa vision à des nations comme la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan ou les Émirats, pourtant importantes pour l'Occident, mais toujours marginalisées. L'ordre mené par les États-Unis permettait de gagner de l'argent, mais ne répondait pas à leur ambition. Les nations en développement, appelées Sud global, étaient souvent exclues des décisions mondiales majeures, même si celles-ci avaient de fortes répercussions sur leur pays. Même les personnes aux États-Unis, ou vivant dans des pays étroitement alignés avec les États-Unis, constatèrent souvent que la réalité sous l'ordre mondial américain ne correspondait pas à ce qui avait été annoncé. La mondialisation s'est avérée être un processus plutôt douloureux. La migration mondiale a engendré autant de ressentiments qu'elle a créé d'opportunités, et à mesure que le pouvoir du capital pur augmentait, la situation des personnes qui ne contrôlèrent pas ce capital empirait progressivement. Peu importe d'où elles venaient, bien sûr il y a eu de nombreux signes avant-coureurs au cours des dernières décennies. Des problèmes que les États-Unis et leurs alliés auraient pu remarquer et anticiper, s'ils avaient accepté de regarder. Par exemple, les États-Unis et l'Europe auraient pu prendre en compte le fait que la Russie était continuellement prête à poursuivre ses objectifs en Ukraine au cours de la dernière décennie. Ou que l'Iran et la Corée du Nord étaient aussi déterminés à poursuivre leur programme nucléaire, signe possible d'une inefficacité de la dissuasion américaine. Ils auraient pu remarquer la rapidité du soutien des pays en développement à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie et en tirer des conclusions. Peut-être que ces nations étaient mécontentes de l'ordre mondial établi par les États-Unis. Ils auraient peut-être pu anticiper la montée des mouvements populistes en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et ailleurs. Le plus grand dénominateur commun parmi ces mouvements était leur engagement à s'opposer à l'establishment politique. Et en ont déduit qu'il pouvait y avoir un certain mécontentement envers l'establishment lui-même. Maintenant, pour être tout à fait juste, une partie de cette introspection a bel et bien eu lieu par moments. Mais les événements de 2025 ont montré que cela ne suffisait pas à comprendre ce qui s'est passé cette année. Nous devons d'abord comprendre que les changements de cette année ne se sont pas produits isolément. Ils étaient le résultat de décennies passées dans cette même dynamique que nous venons d'exposer. Avec des mouvements sociaux qui prenèrent de l'ampleur, des gouvernements agissant dans des directions opposées et un mécontentement qui grondait partout dans le monde. Tout cela restait juste assez sous la surface pour qu'il soit facile de l'ignorer. 2025 restera dans l'histoire comme une année très importante parce que c'est l'année où tous ces problèmes ont éclaté en même temps. Le problème d'un ordre international basé sur des règles, c'est qu'il n'est efficace que si tous les acteurs les respectent. En utilisant des institutions comme l'Organisation des Nations Unies ou la Cour internationale de justice pour régler leurs différends. Agir en soutien aux lois mondiales communes et accepter de soutenir des institutions qui mettent de côté les intérêts individuels des nations pour œuvrer à l'amélioration du monde dans son ensemble. Mais depuis des décennies, surtout récemment, les États-Unis et leurs alliés ont été le seul groupe de nations à s'imposer cet ordre fondé sur des règles. Et même eux n'ont pas vraiment fait d'efforts honnêtes. La Chine, superpuissance montante, a ciblé les régions négligées par l'ordre dirigé par les États-Unis. C'était en sélectionnel. La Russie et l'Iran ont mis en place des réseaux illicites et des outils pour contourner les sanctions et affaiblir les institutions mondiales. Cela aurait contrarié leurs ambitions et leurs objectifs de longue date. Les puissances régionales cherchaient à voir jusqu'où elles pouvaient aller sans être inquiétées, sans se conformer.
Beaucoup ont compris comment accroître leur richesse, influence et puissance géopolitique en subvertissant l'ordre américain sans que les États-Unis ne s'en aperçoivent ou sachent réagir. Et quand un camp essaie au moins de montrer qu'il respectera un ensemble de règles restrictives et complexes, alors que l'autre traite la compétition comme un véritable champ libre. Eh bien, adaptez simplement cette situation à n'importe quel match sportif de votre choix. Lors d'un match de football, une équipe doit respecter strictement les lois du jeu, tandis que l'autre équipe est autorisée à lancer le ballon, faire des fautes à volonté, porter et utiliser des armes pour gagner. Eh bien, ce n'est pas vraiment une compétition, n'est-ce pas? Les effets se sont accumulés au fil des ans, alors que l'ordre international s'affaiblissait. Des organismes comme les Nations Unies perdent le peu d'autorité qu'ils avaient réussi à établir au départ. Et la confiance dans les institutions mondiales et la mondialisation est au plus bas. Dans la mesure où l'establishment politique aux États-Unis ou parmi ses alliés a compris ce changement, il a été très lent à s'adapter à la situation. Les nations explorant d'autres voies ont fait preuve d'adaptabilité, de créativité et de persévérance, progressant plus vite que les États-Unis ou d'autres lourdes bureaucraties démocratiques. Après des décennies où les États-Unis et leurs alliés ont cherché à maintenir un équilibre mondial favorable par leur influence économique, diplomatique et militaire. 2025 a été l'année où ce barrage a finalement cédé. Les États-Unis se retirent. Si 2025 marque la fin de l'ordre mondial d'après-guerre froide dirigé par les États-Unis, les historiens du futur retiendront l'ironie. Ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont porté le coup de grâce, bien que ce changement se préparait depuis des décennies. Ceci résulte de l'administration arrivée au pouvoir à Washington, district de Columbia, le 20 janvier sous Donald Trump. Il est essentiel de saisir le vrai sens de cela. Les événements de 2025 et la tentative des États-Unis de se retirer presque complètement de leur ancien statut de superpuissance mondiale n'étaient pas le résultat d'une erreur stratégique ou d'une incompétence majeure. Le retrait du rôle de superpuissance mondiale était au cœur de la philosophie de l'administration Trump et un pilier du mouvement qui l'a mené à son second mandat. Trump et le mouvement Rendre l'Amérique grande à nouveau, qu'il a porté au pouvoir, était l'expression du mécontentement économique et social qui couvait aux États-Unis depuis des décennies, et du même mécontentement qui se reflétait dans les paysages politiques de la plupart des alliés de l'Amérique. C'était un moment construit autour du principe fondamental que l'ordre dirigé par les États-Unis ne fonctionnait plus et, en fait, qu'il ne servait même plus les Américains. Nous allons maintenant revoir les actions des États-Unis cette année, en nous concentrant sur leur impact mondial plutôt que sur la politique américaine. Les implications de 2025 pour les États-Unis pourraient en faire l'objet d'une autre vidéo d'analyse, mais nous n'y reviendrons pas aujourd'hui. Nous expliquerons concrètement ce que chaque grande décision américaine a signifié pour le monde, leur influence sur les structures de pouvoir mondial et comment elles ont préparé de futurs bouleversements. Pour notre propos, savoir si les actions de l'Amérique étaient une bonne ou une mauvaise idée n'a pas d'importance. Les décisions sont prises et nous nous concentrons désormais sur leur impact mondial. D'un point de vue sécuritaire, 2025 a connu une perturbation incroyable du réseau d'alliances mondiales de l'Amérique, en particulier en ce qui concerne l'alliance de l'OTAN en Europe, mais aussi dans l'autre grande sphère d'influence américaine dans l'Indo-Pacifique. Donald Trump, revenu au pouvoir après avoir longtemps critiqué l'OTAN, a reconnu avoir menacé de quitter l'Alliance et affiche désormais une position ambiguë sur l'article 5 qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Son administration a créé des tensions inédites entre l'Amérique et plusieurs membres de l'OTAN, notamment avec les menaces répétées de Donald Trump d'annexer le Canada ou de contrôler le Groenland, actuellement danois. Depuis, Donald Trump a réaffirmé son désir, je cite, de respecter l'engagement de l'article 5 de l'OTAN. Il a aussi exercé une forte pression sur les membres de l'OTAN concernant les dépenses de sécurité, menaçant de retirer son soutien si leurs obligations n'étaient pas respectées. Après avoir longtemps soutenu l'Ukraine contre la Russie, les États-Unis de Donald Trump ont changé de cap et affiché un soutien envers la Russie. Cela a préoccupé les dirigeants de l'OTAN, et réprimander le président Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale a marqué les décideurs européens. À ce stade, nous sommes sur les lignes de front. Nous sommes bien habitués aux nombreuses personnes qui sont probablement déjà allées dans la section des commentaires, et on décrit ces actions soit comme une tactique de négociation pour forcer l'Europe à se ressaisir, ou comme une suite de blagues qu'on n'aurait pas dû prendre au sérieux, ou toute autre explication qui justifierait la ligne de conduite de Washington. Mais même si cela est tout à fait exact, la réalité générale demeure.
En ébranlant les fondements même de la confiance de l'Europe envers les États-Unis, Washington a mis l'Europe sur la voie de rompre sa dépendance à l'égard de Washington dès que possible. Certains des résultats ont été clairement positifs pour la défense européenne. Le continent prévoit que ces nations consacrent au moins 5% de leur produit intérieur brut à la défense dans les années à venir. Et de nombreux pays européens ont choisi de former une coalition de volontaires pour soutenir l'Ukraine, avec une implication limitée des États-Unis. L'Union européenne a trouvé un moyen de continuer à soutenir l'Ukraine dans son effort de guerre. Alors que la longue initiative visant à revitaliser le complexe industriel de défense européen semble prendre de l'ampleur, à la grande satisfaction de l'Europe, Washington ne semble pas pour autant abandonner complètement l'Europe. Bien que les États-Unis aient cessé de faire des dons directs à l'Ukraine sous Donald Trump, les armes ont tout de même continué d'affluer, et ce très récemment, au moment où nous parlons. Les États-Unis offriront une garantie de sécurité similaire à l'OTAN à l'Ukraine si un accord de paix avec la Russie est conclu, même sans adhésion directe à l'OTAN. Toutes ces étapes à Washington ou Bruxelles sont des réactions, prises après que les États-Unis ont brisé la relation avec l'Europe, tandis que celle-ci s'oriente vers un avenir distinct. L'influence s'est étendue jusqu'à l'Indo-Pacifique, où le Japon, l'Australie et la Corée du Sud s'y adaptent aujourd'hui. La crainte que les États-Unis ne les soutiennent pas quand ils en auraient le plus besoin. Tout comme en Europe, les dirigeants de ces pays et d'ailleurs sont arrivés à une conclusion similaire. Même si la réalité géopolitique de l'Amérique sous Donald Trump ne reflète pas les bouleversements suggérés par sa rhétorique. Ces nations, tout comme l'OTAN, le Japon, la Corée du Sud et d'autres pays de la région, estiment qu'elles ne peuvent pas prendre ce risque et doivent se préparer au pire, anticipant une réalité où les États-Unis ne viendraient pas les sauver. Cela a conduit à des changements sans précédent dans chaque nation. Mais surtout au Japon, où, après presque un siècle de non-militarisme et d'opposition au nucléaire, Tokyo se prépare à se remilitariser. Et les discussions sur une bombe nucléaire japonaise deviennent de plus en plus courantes, la Corée du Sud parle elle aussi de plus en plus de nucléarisation. L'Australie se réarme et des nations moins puissantes, comme les Philippines, cherchent une protection en dehors du strict parapluie sécuritaire américain. Il y a encore des signes positifs que l'Amérique existe toujours. Les États-Unis n'ont fait que renforcer leurs liens avec Taïwan et ont récemment annoncé leur plus grande vente d'armes à l'île à ce jour, tout en envoyant des bombardiers capables de transporter des armes nucléaires pour rejoindre le Japon dans une démonstration de force contre la Chine en décembre prochain. Le changement global est indéniable avant 2025. Ces nations et les pays de l'OTAN reposaient sur le principe que les États-Unis les soutiendraient et défendraient un temps de guerre. Ce principe n'existant plus, toute la prise de décision stratégique future en a été affectée. Au-delà de la sécurité, les actions des États-Unis cette année ont choqué le système international. L'imposition désordonnée de tarifs par l'Amérique n'a pas seulement brisé des décennies de politique commerciale, elle a montré que l'Amérique abandonnait complètement son ancienne approche de l'influence économique. Avant cette année, les États-Unis acceptaient et même accueillaient favorablement les déficits commerciaux avec d'autres pays. L'Amérique, assez riche et puissante, pouvait tolérer un déséquilibre commercial injuste et l'exploiter pour acheter la dépendance économique d'autres nations. Maintenant, cette approche est abandonnée. Et les nations qui avaient construit toute leur structure économique sur la façon dont les États-Unis faisaient tant des affaires auparavant doivent maintenant faire face à leur nouvelle réalité. L'United States Agency for International Development, autrefois la plus grande agence d'aide étrangère au monde et un élément clé de la diplomatie d'influence américaine, a été presque complètement démantelée. Cela a créé des lacunes majeures dans l'aide humanitaire qu'aucun donateur extérieur ne peut combler. Selon l'estimation d'un épidémiologiste, près de 700 000 personnes pourraient déjà être mortes dans le monde à cause de la fermeture de l'United States Agency for International Development, dont les 2/3 seraient un des enfants. Alors qu'une étude de l'UCLA indique que plus de 14 millions de personnes pourraient mourir d'ici 2030 à cause de cela, dont plus de 45 millions d'enfants de moins de 5 ans, Washington menace désormais de sanctions la Cour pénale internationale, se retire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation mondiale de la santé, et a suspendu ses contributions à l'Organisation mondiale du commerce. Et il semblerait qu'il envisage de remplacer essentiellement le G7 par ce qu'on appelle le Core 5, qui inclurait les États-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine et le Japon. Ensuite, nous allons exposer la nouvelle série de règles qui vont façonner les années et les décennies à venir. Avant cela, nous avons une question. Trouvez-vous que ce monde chaotique est plus facile à mettre en perspective? Avec l'aide de notre équipe Warfront? Peut-être. Voulez-vous en savoir plus sur le conflit, les luttes de pouvoir et les dynamiques qui façonnent notre monde?
Ou pensez-vous simplement que nous faisons quelque chose de bien ici chez Warfront et que vous voulez vous assurer que nous puissions continuer à le faire à l'avenir ? En 2025, nous avons créé Frontstock, notre abonnement premium, qui connaît la croissance la plus rapide, pour une expertise sur Warfront. Nous diffusons 2 épisodes de plus par semaine, dont notre briefing du samedi sur les affaires internationales peu couvertes. Nous avons récemment publié des épisodes spéciaux sur la vision de la Chine envers ses alliés, les combats de l'Inde contre des groupes insurgés sur son sol et la question de l'obsolescence des navires de guerre sur le champ de bataille moderne. Nous publions 2 articles d'experts par semaine, souvent rédigés par des journalistes primés partageant leur expertise. Un article évoque la bataille Chine-Union européenne pour l'influence en Afrique, un autre détaille le rôle de l'Asie du Sud-Est dans l'ordre mondial changeant. Les abonnés FranceEcho profitent d'un accès anticipé à nos analyses hebdomadaires, aux épisodes inédits de War France et à divers contenus bonus. Un abonnement à FranceEcho ne coûte que 5 € par mois ou 50 € par an et vous pouvez annuler à tout moment. Vous soutiendrez ce que nous faisons à Warfront, sauf si vous annulez. C'était mal formulé, mais vous voyez ce que je veux dire. Nous vivons dans un monde qui change rapidement. Nous cherchons à nous développer comme médias indépendants pour ce moment. Votre soutien à Frontstock Company nous permet de travailler plus vite et efficacement. Merci. Et maintenant, retour à l'épisode d'aujourd'hui. Les nouvelles règles de la route. Tous ces bouleversements sismiques dans le fonctionnement du monde autrefois, ainsi que les autres changements venus des États-Unis que nous aurions pu considérer aujourd'hui. Tout cela illustre le même bouleversement majeur qui a causé 2025. Plus que n'importe quelle alliance, n'importe quelle stratégie ou n'importe quelle initiative économique, c'est la combinaison de tous ces choix qui compte vraiment. Pris ensemble, ils représentent un choix des États-Unis de se retirer explicitement de leur ancien rôle de pivot de l'ordre international. C'est l'un des choix majeurs que nous aborderons aujourd'hui et qui sont irréversibles. L'Amérique restera au moins 3 ans sous l'administration républicaine de MA. Avec la Russie et la Chine convoitant leurs voisins, l'Europe et les pays de l'Indo-Pacifique doivent prendre des décisions. Les résultats sont déjà visibles. L'Allemagne veut redevenir une puissance militaire, tout comme le Japon. La Pologne vise le leadership stratégique européen, tandis que la Corée du Sud cherche à s'imposer comme acteur industriel majeur de la défense mondiale. À court terme, l'Europe et l'Indo-Pacifique apprennent à nouer de nouveaux partenariats qui n'impliquent pas les États-Unis. Ils cherchent déjà à former des alliances et réseaux économiques indépendants de Washington ou l'excluant totalement. L'administration américaine paraît satisfaite de laisser ces changements se faire, même après au moins 3 ans sur cette trajectoire. Il est peu probable qu'une administration américaine plus ouverte sur le monde puisse simplement revenir à la situation d'avant. La confiance envers l'Amérique chez ses alliés a été tellement trahie qu'il serait insensé de laisser cela se reproduire. Inviter les États-Unis à reprendre leur place d'autrefois reviendrait simplement à inviter tout cela à se reproduire. Alors que les alliés de l'Amérique cherchent à se repositionner dans le nouveau monde, la direction à Washington a contribué à montrer quelles seront les nouvelles règles du jeu mondial. L'année 2025 a vu un changement très net dans le type de nations qui peuvent se rapprocher des États-Unis. La flatterie, les cadeaux et surtout la promesse de profit sont devenus plus importants que jamais. C'est après tout l'année où la nation du Qatar a offert à Trump un jet d'une valeur de 400 millions de dollars américains, où le secrétaire général de l'OTAN a décidé d'appeler Trump « Papa » au nom de l'Alliance. Et où les nations cherchant à plaire à Trump ont voulu faire avancer sa mission pour qu'il obtienne le prix Nobel de la paix. Pour assurer une relation durable avec Washington, les nations proposent désormais d'importants achats de biens américains, des concessions commerciales majeures et des centaines de milliards d'investissements. Cela n'inclut pas seulement des nations comme l'Arabie Saoudite et les Émirats, mais aussi la Grande-Bretagne, le Japon et d'autres pays qui pensaient auparavant que leurs relations avec les États-Unis étaient au-dessus des politiques de donnant-donnant. De même, les États-Unis sous Donald Trump n'essaient plus de donner l'exemple contre l'autoritarisme ou la répression comme ils le faisaient autrefois. Les États-Unis ont proposé à la Russie d'importants accords de coopération économique et axés sur les ressources dans le cadre de leur tentative pour obtenir la paix en Ukraine. Ils ont exploité une paix artificielle entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour conclure des accords d'extraction à long terme avec eux, alors que la guerre persiste entre la République démocratique du Congo et une force proxy rwandaise. Donald Trump a tout excusé depuis la décision de l'Arabie Saoudite d'utiliser une Sea House contre Jamal Khashoggi, jusqu'à la décision de présidents latino-américains de participer à d'importants réseaux de trafic de drogue vers les États-Unis.
Les abus autoritaires, la violence contre journalistes et défenseurs des droits, ainsi que les restrictions des libertés dans d'autres pays, ne sont plus un frein aux relations économiques américaines. Je pense que vous êtes un journaliste terrible. Les États-Unis revendiquent désormais ouvertement le droit d'employer la force militaire contre des pays de leur sphère d'influence, comme le Venezuela, et menacent d'annexer des territoires qu'ils souhaitent, tels que le Canada ou le Groenland. Ils ont menacé d'intervenir militairement directement au Mexique, ils ont pratiquement rompu les liens avec un allié crucial hors OTAN comme la Colombie, et ils ont soutenu la répression de masse au Salvador et ailleurs. Les chiffres montrent clairement que la décision de l'Amérique dans cette affaire ne concerne qu'elle, et qu'il n'y a ni raison ni justification pour que d'autres nations du monde interviennent. L'Amérique n'est qu'un pays parmi des centaines, et son dirigeant élu prend la décision qu'il estime être la meilleure pour l'Amérique et son peuple. Mais le choix de l'Amérique a d'énormes répercussions pour le reste du monde. Parce que cela représente un véritable point de bascule entre un monde régi par les anciennes règles et un monde qui est passé à un nouvel ensemble de règles. Il y a toujours eu des parties du monde où, disons, la flatterie ou l'ambiguïté, les accords publics-privés ou l'enrichissement mutuel sous la table ont toujours été la façon dont les affaires se faisaient où les décisions ne sont pas déterminées par de grands idéaux mais par l'enrichissement mutuel, que ce soit au niveau national ou personnel entre les dirigeants mondiaux. Mais au cours des dernières décennies, les États-Unis ont été à la tête d'un système qui fonctionnait différemment. Dans ce même ordre fondé sur des règles, la coopération reposait sur le bon comportement de chacun, la participation à un système mondial plus large et le principe que les dirigeants agissaient pour le bien de tout leur peuple. Pour être clair, ce système était très incohérent et loin de l'idéal platonicien que ces architectes avaient imaginé, mais c'était le système. Néanmoins, ces dernières années, les nations qui ont suivi le nouvel ordre fondé sur des règles et celles qui ont suivi une manière de faire plus ancienne et plus impitoyable sont en conflit croissant. Observez le succès de la Russie à contourner les sanctions grâce à l'aide de l'Inde et de la Chine. Avec les États-Unis revenant à une géopolitique transactionnelle, cette bataille est essentiellement finie. Sans les États-Unis à ses côtés et avec les États-Unis désormais exclus du cœur de ces structures stratégiques, économiques et diplomatiques, les partisans restants d'un ordre fondé sur des règles n'ont tout simplement pas la force de continuer. Lorsque les États-Unis votent en faveur d'une géopolitique transactionnelle, ils décident que c'est dans cette direction que le reste du monde se dirige. À la fin de l'année 2025, les États-Unis ont commencé à graver ces décisions dans le marbre, principalement avec la publication de leur nouvelle stratégie de sécurité nationale ou stratégie de sécurité nationale. Dans cette stratégie de sécurité nationale, l'administration Trump a présenté une réorientation totale des priorités américaines, comme l'indique le document. Pragmatique sans être pragmatiste, réaliste sans être réaliste, fondé sur des principes sans être idéaliste, musclée sans être belliciste et mesurée sans être conciliante. Elle ne suit pas une idéologie politique classique, mais se concentre sur ce qui marche pour l'Amérique, en résumé, l'Amérique d'abord. En pratique, la stratégie de sécurité nationale réoriente les États-Unis vers un axe stratégique principalement centré sur l'Amérique latine, s'éloignant ainsi de ses sphères d'influence pacifique et atlantique. Elle adopte l'idée que les États-Unis ne devraient pas intervenir dans les affaires des autres nations, reprenant ainsi la manière de présenter les affaires géopolitiques que la Russie, la Chine et d'autres pays non alignés sur l'Occident utilisent depuis des décennies. Elle reproche à l'Europe non seulement sa faiblesse évidente en matière de défense, mais aussi un état de déclin culturel. Les principes que les États-Unis défendaient depuis des décennies, mondialisation, ouverture aux immigrés, liberté de circulation, etc., sont désormais vus comme des points noirs pour le continent. Le message central ne pourrait pas être plus clair. Les États-Unis veulent-ils maintenant soutenir un monde où les grandes puissances établissent des sphères d'influence concrètes ? Mais ils ont l'intention de créer une culture où ces grandes puissances évitent explicitement de se mêler des affaires des autres. Rappelez-vous, l'alternative était un monde où l'ordre américain réunissait des voisins indiscrets. Leurs nosinés ont souvent empêché la répression de nations voulant préserver de bonnes relations avec l'Occident. Ce nouvel ensemble de règles affirme qu'une nation peut entreprendre toute action contre son peuple ou des pays voisins moins puissants. Eh bien, c'est tout à fait dans leur droit de le faire. Les normes internationales de justice ou les droits de l'homme ne sont pas seulement des obstacles pour les nations voyous qui veulent agir à leur guise. Elles sont en conflit direct avec le système que la nation la plus puissante du monde essaie de créer.
Pendant ce temps, toute la stigmatisation qui existait encore contre les démonstrations de géopolitique nue et intéressée a désormais disparu. Et il n'y a pas de règles géopolitiques, sauf celle qu'une nation donnée est suffisamment puissante pour imposer. C'est un revirement majeur par rapport à autrefois, et ce changement s'est fait avec une rapidité stupéfiante. Cela pose certainement de vrais risques géopolitiques pour l'avenir, et il est probable que nous verrons ces risques se concrétiser. La menace de nations encouragées à envahir leurs voisins, la perspective qu'il n'y ait plus aucune obligation d'investir dans le développement ou l'aide humanitaire, et le démantèlement des organismes internationaux censés éradiquer la corruption au sein d'une élite nationale. Mais en même temps, cela nous amène aussi à l'aspect positif que nous avons mentionné plus tôt, à savoir qu'au moins, cela offre à toutes les nations du monde une base de compréhension mutuelle. Cette prochaine phase de l'histoire moderne laissera sans doute peu de place aux grands idéaux, droits universels ou à une vision mondiale unifiée de l'avenir. Si ces choses disparaissent, les nations n'ont plus à se donner le bénéfice du doute, ou à gaspiller temps et énergie dans des démonstrations de bonne volonté internationale devenues vaines. Ce nouvel ensemble de règles, c'est tout ce que nous avons dit auparavant. C'est impitoyable, c'est transactionnel, et c'est brut d'une manière que la politique mondiale n'a pas connue depuis très longtemps. Au moins, c'est honnête sur le vrai fonctionnement des choses. Il y aura toujours de la tromperie, il y aura toujours des subterfuges, mais il y a une compréhension mutuelle que la tromperie et les subterfuges sont présents de tous les côtés. Les couteaux sont tirés, d'accord ? Quand nous nous détournons des nations qui composaient autrefois l'ordre d'après-guerre froide dirigé par les États-Unis. Il faut noter un dernier point crucial de notre nouvelle réalité mondiale. Quand les États-Unis ont abandonné leur rôle de leader, ils n'ont ni créé ni désigné de remplaçants. À la place, ils ont démantelé un monolithe international qui comprenait auparavant les États-Unis, l'Europe, l'Indo-Pacifique et leurs autres alliés principaux. Avec tant de pouvoir économique, militaire et diplomatique incontestable, ce monolithe démantelé, le terrain de jeu est désormais bien plus équilibré. Les États-Unis demeurant la nation la plus riche, mais la Chine est désormais proche. L'Europe, même unie, est isolée et doit faire face à la concurrence de pays comme la Russie, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, l'Australie, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie et le Brésil. C'est ici que nous devons introduire un mot que nous allons beaucoup entendre au cours des prochaines décennies. Multipolarité. Pour les nations non occidentales, la multipolarité a longtemps été une illusion géopolitique. Un système alternatif d'autorité mondiale soutenu vigoureusement par Xi Jinping, Poutine et Modi sur la scène internationale. Un monde multipolaire diffère d'un monde unipolaire dominé par une seule nation comme les États-Unis. Mais cela diffère aussi d'un monde divisé entre les États-Unis et l'Union soviétique durant la guerre froide. Un monde multipolaire est partagé entre plusieurs grands centres de pouvoir simultanément. Il est hautement instable sur le plan géopolitique, avec des alliances et des allégeances qui changent constamment et avec davantage de points potentiels de conflit et de division. Parce qu'il se passe davantage d'événements dans un monde multipolaire, le pouvoir n'est jamais assuré. Au lieu de cela, on s'attend à ce que toute nation monte et descende au fil du temps, du moins dans sa forme idéale. Ce système assurerait la version la plus équitable d'une compétition ouverte à tous, où aucune nation n'a la garantie d'un quelconque niveau de pouvoir. Chaque nation peut rechercher le pouvoir avec tous les outils à sa disposition. À la fin de 2025, il devient clair que le monde évolue vers la multipolarité. Selon la perspective, on peut dire que le monde est dominé par deux grandes puissances, partagées entre 3 ou 4, ou divisées entre une douzaine. Mais pour donner une idée générale de ce à quoi pourrait ressembler un monde multipolaire, examinons le monde tel que nous le connaissons et avançons l'argument en faveur de 5 grands centres de pouvoir mondiaux dans le monde d'aujourd'hui. Les pôles 1 et 2 sont bien sûr les États-Unis et la Chine, des puissances militaires et économiques qui revendiquent l'Inde clairement les premières places. L'Europe, bien que divisée et lente à s'adapter, détient collectivement d'immenses richesses et ressources. Nous inclurons aussi la Russie, économiquement plus faible que beaucoup, mais dotée d'un vaste arsenal nucléaire et décidée à accroître son influence mondiale. Et enfin, nous inclurons l'Inde, non seulement parce que c'est la nation la plus peuplée du monde et la 6e économie mondiale, mais aussi parce que c'est la plus grande parmi toutes ces nations, qui, explicitement, ne s'aligne pas avec l'un des 4 centres de pouvoir précédents. Ces 5 acteurs mondiaux jouent actuellement un rôle clé dans l'orientation du reste du monde. Mais dans un ordre multipolaire, aucun ne peut le diriger.
Et ils auraient tous intérêt à se rappeler qu'ils ne forment pas un club exclusif. D'après notre analyse, 2025 restera dans l'histoire comme l'année où le monde est réellement entré dans cette nouvelle ère multipolaire. Ce qui signifie qu'il est encore trop tôt pour vraiment comprendre ce que ce changement va impliquer. Donner aujourd'hui une réponse définitive à cette question serait comme affirmer, fin 1936, que l'Allemagne nazie deviendrait une puissance mondiale dominante et pacifique. Puissance simplement par l'impression qu'ils ont laissée aux Jeux Olympiques cette année-là. Mais même sans tirer de conclusions définitives sur l'avenir, nous pouvons tout de même mettre en avant les nombreuses façons dont le monde change déjà et la manière dont ces autres puissances mondiales adaptent leurs actions à la situation. Prenez la nation chinoise, où Pékin a réagi à l'influence décroissante de l'Amérique en s'élançant dans le vide laissé par Washington. La Chine a pleinement profité de l'imposition de tarifs mondiaux par Washington, et pas seulement en utilisant les tarifs contre elle-même comme une occasion de démontrer sa propre capacité à mener une guerre économique. La Chine a vu d'autres pays du monde avoir du mal à suivre les exigences de Washington et a offert ses propres services comme alternative économique. Parallèlement, elle a accru son influence sur les terres rares et s'est montrée plus agressive dans la recherche de l'intelligence artificielle et des technologies avancées des semi-conducteurs. En 2025, la Chine a dévoilé de nouvelles technologies militaires à un rythme impressionnant et a montré sa puissance lors d'un défilé spectaculaire diffusé mondialement. Elle a accru son influence au Myanmar, menacé davantage Taïwan et intensifié ses tensions avec les Philippines. Et lorsque, à la fin de 2025, le nouveau Premier ministre japonais a apparemment provoqué une joute verbale avec la Chine, celle-ci s'est empressée d'y répondre. La Russie a remarqué le désintérêt grandissant des États-Unis envers l'Europe et en a tiré pleinement parti cette année. La Russie a intensifié sa campagne de guerre hybride contre le continent européen, faisant voler des drones et des avions de chasse armés au-dessus du territoire de l'OTAN. Mené de nombreux sabotages et surveillant ouvertement des sites militaires avec armes nucléaires américaines ou des câbles sous-marins à fibre optique qu'elle pourrait couper pour semer le chaos en Ukraine. La Russie a profité de l'intérêt de Washington pour la paix pour accentuer les divisions avec Bruxelles. Avec un tel succès que le Kremlin semble avoir convaincu les États-Unis de proposer un accord de paix initial rédigé par la Russie. Moscou a augmenté ses dépenses militaires, intensifié ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes et renforcé son contrôle en Russie, tout en s'éloignant des accords de non-prolifération nucléaire anciens. On peut dire que ce sont les puissances régionales qui ont le mieux su exploiter cette nouvelle situation internationale. Et si nous devions décerner des prix aux nations les plus efficaces de 2025, il faudrait malheureusement attribuer la première place cette année aux Émirats. Les Émirats arabes unis ont renforcé leur contrôle sur un réseau international de groupes par procuration à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. Ces forces par procuration au Yémen ont pris le contrôle de la majeure partie du pays, tandis que ces forces par procuration au Soudan ont perpétré un génocide en cours. Pour ne pas être en reste au Moyen-Orient, Israël a pris des mesures unilatérales pour attaquer directement l'Iran et dévaster le réseau de groupes par procuration de l'Iran dans la région, tandis que la Turquie construit son propre réseau de groupes par procuration. Devenus de grands exportateurs d'armes et se préparant à une nouvelle guerre froide contre Israël en Asie du Sud, l'Inde et le Pakistan ont pris d'importantes mesures, dont une guerre entre eux. Le chef militaire pakistanais a renforcé son pouvoir et s'est rapproché des États-Unis. Le Maroc a, de son côté, quasiment clos le débat sur le Sahara occidental. L'Azerbaïdjan a pratiquement remporté sa rivalité avec l'Arménie et la Thaïlande mène actuellement une offensive militaire visant à désamorcer toute menace future venant du Cambodge. Le débat sur la nucléarisation émerge au Japon, en Allemagne, en Corée du Sud et en Pologne. Alors que la Corée du Sud et la Turquie font un travail très impressionnant pour alimenter la demande mondiale croissante en nouvelles armes sur le terrain, l'impact se fait sentir dans les zones de conflit à travers le monde. Israël a démontré qu'il jouit d'une liberté quasi totale pour poursuivre ses frappes aériennes à Gaza et au Liban, malgré les accords de cessez-le-feu. La guerre civile au Soudan est devenue le bain de sang redouté par les experts mondiaux. Israël et l'Iran, l'Inde et le Pakistan, la Thaïlande et le Cambodge, ainsi que le Pakistan et l'Afghanistan. Tous ont connu des conflits limités cette année, alors que lors d'une année typique, un seul de ces conflits aurait été une anomalie. Dans des pays divisés comme la Syrie ou lors de conflits comme celui entre la République démocratique du Congo et les rebelles soutenus par le Rwanda. Les dirigeants ont réussi à commettre des atrocités en jouant ces puissances mondiales, multipolaires les unes contre les autres. Les conflits transnationaux
jadis traités par la communauté internationale, comme la crise des gangs en Haïti, l'insurrection au Sahel ou le retour de l'État islamique, sont désormais laissés sans contrôle et empirent. Parce que lorsque le monde est divisé entre plusieurs grandes puissances, chacune d'entre elles peut rejeter la responsabilité sur les autres. Dans un monde multipolaire, c'est précisément le genre de guerre auquel nous devons nous attendre. Une combinaison d'engagements limités et hybrides survenant à une fréquence relativement élevée, impliquant souvent des forces par procuration et avec très peu de chances d'une intervention internationale. Elle reflète un monde où plusieurs grandes et régionales puissances agissent en même temps avec des objectifs opposés. Elles s'affrontent entre elles ou avec des voisins plus faibles dans des conflits sans rendre de compte à une autorité mondiale supérieure. Très franchement, c'est le genre de monde où une chaîne comme Warfront aura de nouveau beaucoup de choses à raconter. Visitez Warfront si vous souhaitez soutenir notre travail et nous aider à grandir pour répondre à ce moment historique. Et tout comme la nature de la guerre a changé en 2025 pour s'adapter à un environnement mondial plus frénétique et asymétrique, la nature de la paix change elle aussi. Les États-Unis, autrefois l'une des nations les plus assidues au monde dans la construction d'accords de paix capables de résister à l'épreuve du temps, ont désormais complètement abandonné cet effort. Elles négocient plutôt des cessez-le-feu précipités, limités et aisément rompus par toutes les parties. Rappelez-vous, des bombes continuent de tomber à Gaza et au Liban, malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur. Le récent cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan n'a pas abordé les causes profondes de leur conflit de 2025, ou de traiter la suspension par l'Inde des accords de partage de l'eau comme un outil de coercition stratégique. Le cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge n'a duré que quelques mois, tandis que l'Est du Congo est sous cessez-le-feu. Actuellement, alors que toutes les parties poursuivent les combats sur le terrain. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'apparence de la paix qui compte, pas la réalité, surtout lorsqu'une paix temporaire est suffisamment fragile. Que les nations peuvent continuer à poursuivre leurs objectifs stratégiques plus larges et simplement reprendre la guerre quand cela leur convient. En 2025, la paix a généralement signifié l'une de ces deux choses. Soit nous ne nous tirons pas dessus en ce moment, soit nous nous tirons dessus. Mais c'est plus pratique pour tout le monde si nous disons tous les deux que nous sommes en paix. Quand le manuel des règles géostratégiques ne régit plus les conflits mondiaux, il ne gère plus la paix, qui devient alors une zone grise. Des changements plus profonds. Au-delà des conflits récents, 2025 a aussi révélé des transformations majeures sous-jacentes aux affaires mondiales. Certains de ces changements ne vous surprendront pas forcément, et certains sont en cours depuis des années. Mais tout comme 2025 a été un point de bascule à bien des égards, c'est aussi devenu un point de bascule pour ces questions. D'une part, 2025 a montré à quel point la guerre moderne évolue en profondeur, et cela a permis de répondre à des questions clés sur l'évolution des conflits à partir de 2022. La guerre en Ukraine a révélé l'importance des drones sur le champ de bataille moderne. Mais 2025 a montré que les drones ne sont pas juste un nouvel outil facilement contrable par le prochain. La technologie des drones s'est révélée exceptionnellement réactive à l'innovation, au point qu'elle évolue autour ou à travers les technologies anti-drones dès qu'elles deviennent disponibles. La Russie et l'Ukraine s'affrontent désormais avec des drones aériens, maritimes, sous-marins et terrestres. Les drones ukrainiens ont frappé des sous-marins sous la ligne de flottaison, largué des bombes sur les ponts de pétroliers russes et tué plusieurs centaines de soldats russes. Une journée à travers le travail d'une seule unité de drones, et tout cela ne concerne que les développements de ce mois de décembre. La technologie des drones se répand de plus en plus vite dans le monde. Elle tombe de plus en plus aux mains d'insurrections non étatiques et de groupes criminels organisés. Et même les nations qui ont vécu et péri grâce à un équipement de combat coûteux et high-tech pendant des décennies commencent maintenant à voir les signes avant-coureurs, en parlant d'équipements de combat. En 2025, les tendances régionales de réarmement sont devenues une dynamique mondiale. Actuellement, presque tout le continent européen se réarme. C'est aussi le cas pour les grandes nations de l'Indo-Pacifique, d'Asie centrale et du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique subsaharienne. La Chine est la nation qui produit le plus vite de nouveaux équipements militaires avancés. De nombreux innovateurs mondiaux de la défense l'ont rejointe, certains cherchant des solutions high-tech, d'autres du matériel fonctionnel et rentable. Dans un monde asymétrique et multipolaire, le commerce des armes est devenu de plus en plus important. Comme des contrats de maintien en conditions opérationnelles complexes, s'étalant sur des décennies, nous permettent d'identifier les alliances à long terme et les liens internationaux qui compteront réellement dans les années à venir. L'intelligence artificielle, les systèmes autonomes et la technologie de champ de bataille intelligente basée sur les données gagnent en importance.
même si les nations doivent accepter que l'équipement militaire moderne soit plus jetable qu'imaginé. Il faut aussi considérer les facteurs sociaux. Bien que la montée des révolutions de la génération Z ait marqué 2025, elle n'était pas uniquement une invention de cette année. Des pays comme la Serbie et le Bangladesh avaient déjà accueilli des mouvements dynamiques menés par la jeunesse avant le début de l'année. Mais en 2025, cette nouvelle vague de soulèvements sociaux est devenue mondiale, apparaissant sur les 6 continents habités et renversant ou défiant sérieusement plusieurs gouvernements nationaux. Malgré des objectifs différents selon les pays, ces mouvements se concentrent souvent sur des problèmes communs. Les inégalités et le chômage des jeunes sont en hausse. L'élite mondiale se corrompt davantage et les gens ordinaires approchent de leur point de rupture. Ce message s'est propagé dans la politique mondiale, bien au-delà des pays les plus touchés par les révolutions de la génération Z. Si l'appétit mondial pour l'extrême droite a un peu baissé après l'effet Donald Trump aux États-Unis, l'intérêt pour les mouvements anti-establishment reste très fort. Il évolue simplement, aidant à créer de nouveaux mouvements anti-establishment sur tout le spectre idéologique. Les partis d'extrême droite peuvent encore espérer prendre le pouvoir dans plusieurs nations clés dans les prochaines années. Avec davantage de recul, 2025 a confirmé l'impact des changements mondiaux souvent signalés par les experts. Le sentiment anti-migrant a continué de croître à travers le monde, alimenté par les efforts de déportation massive aux États-Unis, la montée des mouvements sociaux et les changements politiques en Europe. Avec les tentatives de renvoyer les réfugiés vers des zones instables comme la Syrie et l'Afghanistan, le monde a connu plus de catastrophes climatiques, de décès et de déplacements massifs, ainsi qu'un abandon croissant des secours climatiques par les grandes puissances. La demande mondiale en énergie croît avec l'essor de l'intelligence artificielle, rendant la croissance financière mondiale de plus en plus dépendante de l'industrie de l'intelligence artificielle. Il est possible que cette croissance rapide de l'intelligence artificielle soit une bulle prête à éclater dans le monde entier. Les opportunités diminuent soudain pour les gens ordinaires à mesure que les emplois commencent à disparaître définitivement, tandis que la concentration de la richesse et les inégalités mondiales deviennent de plus en plus extrêmes. Alors, lorsque nous posons la question ultime de l'épisode d'aujourd'hui, comment 2025 a-t-il changé le monde? La réponse n'est pas vraiment encourageante. En 2025, le monde a été témoin de l'effondrement de l'ordre international d'après-guerre froide. Et quoi que vous ayez pu penser de cet ordre international, son effondrement a apporté le chaos et une instabilité mondiale qui risquent sans fort de s'aggraver. Cette année a été une période où le conflit est devenu beaucoup plus probable et où une paix véritable est devenue bien plus difficile à maintenir. Ce fut une année où les nations ont choisi d'abdiquer leurs responsabilités plutôt que de l'assumer. Une année où les systèmes internationaux ont perdu leur importance et où plusieurs grandes nations ont privilégié leurs intérêts géopolitiques. Ce fut une année où des problèmes que le monde voyait venir depuis des décennies ont frappé l'humanité de plein fouet. Et les dirigeants et les institutions qui pensaient pouvoir arrêter cette vague imminente se sont révélés incapables de relever le défi. Mais à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, il vaut la peine de se poser une dernière question. Si c'est ainsi que 2025 a changé le monde, alors dans quel genre de monde allons-nous entrer? Comme nous l'avons mentionné au début de cet épisode, rien n'est gravé dans la pierre en ce qui concerne l'avenir. Mais même s'il est possible que tous ces changements puissent, d'une manière ou d'une autre, être inversés, cela reste peu probable. Au contraire, si 2025 a apporté un chaos et une instabilité croissants, alors 2026 et les années suivantes verront probablement cette tendance se poursuivre. Une adaptation sera nécessaire. Parfois, on aura l'impression que les anciennes règles sont toujours en vigueur ou que des nations attachées à l'ancien mode de pensée persistent malgré des changements évidents. Mais avant trop longtemps, nous devrions nous attendre à ce que le reste du monde s'adapte à un nouveau jeu mondial auquel des nations comme la Chine, la Russie et les puissances régionales du monde jouent déjà. Depuis un certain temps, l'Amérique est engagée sur la voie du changement, individuellement. Des alliés des États-Unis comme la Pologne et la Corée du Sud s'adaptent vite, tandis que le Japon et l'Europe occidentale commencent aussi à envisager l'avenir et à affronter la situation. Les nouvelles règles semblent déjà avoir été écrites. Elles posent les conditions d'un monde où tout est permis et où la loi du plus fort prévaut. Et l'avenir n'est pas défini par un consensus entre les nations, mais par l'ambition de celles qui s'élèvent au sommet. Merci de votre attention.